Et bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un 10h, 13h Europe 1 Info. On est 3 heures ensemble pour du débat, des interviews. Et puis vous aussi, auditeurs, vous pouvez nous appeler et participer à cette émission. Tout à fait, au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole, on veut vous entendre pour débattre ou réagir avec nos invités et nos chroniqueurs du jour. Voilà, n'hésitez pas, on attend évidemment vos appels sur Europe 1. Notre débat, et je salue Sébastien Ligné. Bonjour Clélie Mathias. Bonjour, vous êtes chef de service politique au journal Valeurs Actuelles. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Et mon premier invité, Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour, soyez le bienvenu. Il va être évidemment grandement question de l'arrêt de la Cour d'appel qui sera rendu demain concernant Marine Le Pen, décision très attendue, aussi bien par elle que par l'ensemble du Rassemblement National à moins d'un an de la présidentielle. Mais juste avant, quand même, j'aimerais revenir avec vous bien sur ce retournement inédit concernant l'affaire Cédric Jubilard. Ça faisait quoi, 5-6 ans qu'il niait toute implication dans la mort de sa femme. Et là, 2 mois avant son procès en appel, il a décidé de se confier et de faire des aveux à son nouvel avocat, parce qu'il a changé d'avocat entre-temps. Donc là, maintenant, c'est Maître Debuisson qui a confirmé donc à la Dépêche à Toulouse des aveux et son souhait de reconnaître sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine. On s'en souvient tous. Il devrait y avoir une conférence de presse prévue aujourd'hui en début d'après-midi. Il devrait peut-être aussi révéler là où est le corps. C'est un retournement hallucinant. Bien sûr, surtout quand on connaît la stratégie de défense de Cédric Jubilard jusqu'ici, c'est-à-dire qu'un homme qui s'enfermait soit dans le silence, soit dans des élucubrations un petit peu curieuses lors du premier procès, c'est évidemment un soulagement énorme. Si ça se confirme, attention, il faut toujours mettre des conditions, parce que Cédric Jubilard est un homme étrange, pour le moins, avec un profil psychologique très particulier qui a notamment été mis en avant par les expertises lors du premier procès. On n'est jamais à l'abri d'un nouveau rebondissement de situation, et que Cédric Jubilard, qui est un homme qui est décrit comme extrêmement narcissique et qui aime avoir l'attention sur lui, il pourrait très bien, on ne sait jamais, être dans une manœuvre pour ramener la lumière vers lui. Donc attention, mais si ça se confirme, c'est évidemment un énorme soulagement, d'abord et avant tout pour la famille, parce que c'est extrêmement compliqué de faire un deuil à la fois quand on n'a pas le corps de la victime, et puis ça enlève aussi, si ça se confirme une nouvelle fois, c'est toujours cette part de doute qui existait après le premier procès, parce que c'était un procès extrêmement difficile à juger. Les preuves étaient finalement assez maigres. Il n'y avait pas de preuves extrêmement factuelles et fermes contre Cédric Jubilard, ce qui a donné un procès extrêmement tendu et une décision extrêmement lourde pour les jurés populaire, avec des enquêteurs qui expliquaient que les preuves, finalement, il y avait un faisceau d'indices, mais il manquait cette preuve factuelle, cette preuve terminale pour accuser définitivement Cédric Jubilard. Donc là, ça permettrait d'enlever aussi cette petite part de doute qui existe toujours lors de ce genre de procès. Donc c'est un soulagement collectif, encore une fois, si ça se confirme. Et on écoute Christophe Bordet qui résume ce que l'on a appris dans la lettre de Cédric Jubilard à son avocat. C'était ce matin dans sa revue de presse au micro d'Alexandre Lemaire sur Europe 1. C'est la une de la Dépêche du midi avec ce titre: Cédric Jubilard passe aux aveux. Véritable coup de théâtre dans une lettre remise à son avocat et que le journal s'est procuré. Il reconnaît sa responsabilité dans la disparition de sa femme Delphine. Jubilard reconnaît une énième dispute violente le soir de la disparition de Delphine. Il se dit à la disposition des enquêteurs pour donner les informations sur la localisation du corps de la victime, mais aucune info sur la façon dont Delphine a perdu la vie. Attention tout de même, rappelle la Dépêche, dans cette affaire, Jubilard n'a cessé d'affirmer tout et son contraire, d'aller de soi-disant confidences en démenti. Christophe Bordet ce matin sur Europe 1 dans sa revue de presse. Arthur de Vatrigan. C'est en effet, je pense que c'est un soulagement pour la famille, parce que quand il y a des zones d'ombre et quand il y a des questions qui restent sans réponse, vous ne pouvez pas intégralement faire votre deuil, et puis vous imaginez ou vous scénarisez dans votre tête. Donc si tout ça se confirme, le corps est retrouvé et que les aveux vont jusqu'au bout, ça sera un soulagement pour la famille. Ensuite, pour la justice, ça va lui faire du bien, ça fera du bien aussi aux Français. Parce que, on va parler de la justice aujourd'hui. Procès très compliqué, pas de corps. Donc faisceau d'indices qui condamne. Si les aveux... pas la première fois, ça arrive. Non, c'est pas la première fois, évidemment, mais en ce moment, vous savez, la justice est très critiquée, remise en question. On doute de sa légitimité sur un procès comme ça.
ça peut réconcilier, en tout cas redonner confiance sur certains sujets avec la justice, faisceau d'indices. Quelques années après, le coupable avoue, et si on retrouve le corps, tant mieux. Et il y a quand même quelque chose après qui est, vous savez, cette fascination pour les Français, pour nous tous, pour ces faits divers, c'est quand même la fascination pour ce mystère. Quel est le mystère du mal ? C'est pourquoi change-t-il ? C'est une stratégie pour, en vue de l'appel, essayer de gratter quelques années de prison en moins ? Est-ce que ce sont des remords ? Est-ce que c'est par ce besoin narcissique de se remettre un coup de projecteur sur lui-même et puis essayer de comprendre ? Parce qu'en effet, son profil est assez étonnant. Je veux dire, quand on écoutait Monsieur Jubilard, quand on le voyait, quand on avait des témoignages, on se dit mais un type comme ça peut pas faire un crime aussi parfait, c'est pas possible. Et donc il y a quand même une fascination autour de ça, et qui va toujours rester inexpliquée pour une partie, mais ça nourrit tout l'imaginaire qu'on a déjà dans la littérature, qu'on a dans le cinéma. D'ailleurs, il y a eu plusieurs livres sur lui, sur son cas, sur cette affaire. Bien sûr. Et même jusque dans cette lettre, il laisse encore des zones d'ombre. C'est là où c'est vraiment un personnage atroce et torturé. C'est-à-dire que l'avocat explique qu'il ne donne pas tous les détails et que ces détails seront seulement donnés à la justice. Donc encore une fois, j'ai toujours, et c'est un peu l'histoire de cette affaire, toujours une part de doute sur quelle est la véracité de ses propos. Est-ce que Monsieur Jubilard est réellement dans une démarche honnête dans cette histoire ? Elle est quand même curieuse, cette lettre. Elle est curieuse. Et d'ailleurs, l'avocat, en théorie, n'a pas forcément le droit de révéler ses conversations avec son... Ah non, mais on imagine que ça a été... on imagine que Cédric Jubilard a donné son accord pour que ce soit transmis à la justice. Mais même dans le déroulé et dans le choix de ses mots, de la méthode de ses confidences, il y a toujours un doute, il y a toujours une volonté en effet de faire jouer quelque chose, des espèces de ressorts dramatiques qui sont horribles quand on le compare au drame pour lequel il est jugé. Donc ça dit aussi beaucoup de ce personnage qui restera, je pense, dans les mémoires collectives, hélas. Mais le rôle de l'avocat est intéressant, parce qu'on le disait, ce ne sont pas les avocats qu'il avait au début. Il a récemment changé, là, ce printemps. Donc c'est Maître Debuisson qui a pris la relève et qui a su visiblement gagner la confiance de son client pour qu'il n'ait pas avoué avant à ses précédents conseils et que là, il accepte de se livrer et d'en dire un peu plus, en tout cas. Bien sûr, c'est aussi parfois le seul talent et la dernière flèche qui reste à l'arc d'un avocat. Quand tout ou presque vous accable, que vous avez été condamné en première instance, qu'on parle d'un meurtre, d'un homicide, donc potentiellement de la réclusion à perpétuité, si on se passe d'un point de vue d'un avocat, il se dit très certainement, on parlait de la stratégie judiciaire, si vous avouez, Monsieur Jubilard, peut-être qu'on peut passer de 30 à 25, 26, 27 ans, et d'un point de vue purement judiciaire, ce sera perçu comme une victoire acquise par l'avocat d'avoir réussi à faire descendre cette peine-là. Maintenant, il y a toujours la question, si on se passe d'un point de vue moral, est-ce que parce qu'un crime aussi horrible a été avoué après tant d'années de déni, est-ce que ça mérite de baisser une peine juste parce qu'il y a eu un aveu extrêmement tardif et certainement intéressé ? Ça, c'est un autre débat. Oui, effectivement. Autre précision, Maître Debuisson avait conditionné sa participation à la préparation de ce procès en appel qui aura lieu en septembre à une amélioration du régime de détention de Cédric Jubilard, qui est incarcéré, qui est détenu depuis juin 2021 à l'isolement par mesure de sécurité près de Toulouse. Et il alertait, cet avocat alertait sur la dégradation de l'état de santé de son client. Et pour lui, c'était la faute des conditions de détention dites indignes, je cite évidemment, et il estimait que ces conditions d'un procès équitable n'étaient pas réunies. Donc il a conditionné aussi sa participation, et peut-être ses aveux, à une amélioration de ces conditions de détention. Arthur de Vatrigan. Ce sont les stratégies d'avocat, on dit des choses, on négocie, on réajuste, on désaxe. Après, je vous avoue que les conditions de détention de M. Jubilard, je m'en fous complètement. Mais ce qui peut être intéressant, en effet, c'est, je pense qu'il y avait ce déni, ce mensonge lors du premier procès, parce qu'il était intime. Il se laissait percevoir la chance de ne pas être condamné parce que pas de corps. Bien sûr. Donc dans sa stratégie diabolique et maléfique, évidemment, c'est je nie. Alors moi, je suis toujours fasciné par ces gens qui arrivent à mentir avec autant de sang sur les mains pendant autant d'années. Mais là, j'y vois plus, en effet, vraiment une stratégie, même si j'élimine pas le remords, sait-on jamais, on peut trouver une grâce même en prison, mais j'y vois plus quand même une stratégie juridique et judiciaire. Et pour les jurés, pour les futurs jurés, ce serait un soulagement, parce que, souvenez-vous, le procès en première instance,
on s'est tous mis à la place de ces jurés. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait face à un procès pareil où en effet on avait l'impression d'avoir face à nous un crime parfait, où il manquait quand même ce petit détail qui pourrait faire basculer. C'est-à-dire qu'il y avait des faisceaux d'indices, ces bruits de disputes, ce corps qui disparaît, cette voiture qui change d'emplacement, des vêtements qui sont lavés la nuit même, le temps d'attente entre la disparition de sa femme et le moment où il appelle la police. Donc voilà, il y avait ce faisceau d'indices-là, mais on s'est tous mis dans la position de ces jurés en disant mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Sébastien Ligny, Arthur de Vatrigan et Franck Alizio, j'aimerais parler avec vous de ces feux qui ravagent une partie du sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Mais ce n'est pas le premier feu. En plus, avec cette vague de chaleur qui progresse en France, je rappelle que 16 départements sont en alerte canicule orange localement dans le sud, avec des températures qui peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés, ce qui ne facilite pas évidemment le travail des pompiers. Écoutez le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Motte, qui a fait le point ce matin en conférence de presse sur les incendies de ce département. Le feu n'est pas fixé. Il a parcouru à cette heure 4600 hectares. C'est un bilan de 5 blessés en urgence relative. Je note que la nuit, toutefois, a été bénéfique, puisque en raison d'une accalmie du vent et de la baisse des températures, le feu n'a pas beaucoup progressé pendant la nuit. Le bilan à ce stade, qui est un bilan nécessairement provisoire, 5 urgences relatives, dont un sapeur-pompier. Nous avons comptabilisé à ce stade, et c'est un bilan provisoire, 50 bâtiments impactés, une vingtaine de communes qui ont été évacuées. Au total, ce sont près de 10 000 personnes qui ont été évacuées dans les Aspres et à Illy-sur-Tête. Voilà le point sur la situation dans les Pyrénées-Orientales. Franck Alizio, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, le département qui a également connu plusieurs feux. Nous ne sommes que le 6 juillet et déjà donc plusieurs feux, un immense feu, on le voit là, avec 10 000 personnes évacuées. Les Bouches-du-Rhône en ont connu également. Est-ce que la France dispose de suffisamment de moyens pour lutter contre ces feux, alors que déjà l'année dernière, l'année d'avant aussi, on alertait sur une flotte notamment de bombardiers d'eau et de canadaires largement insuffisante et vieillissante? Oui, en effet, je ne pense pas que l'on mette les moyens. Vous savez, pendant des années, c'était la France qui régulièrement allait aider nos voisins européens, notamment italiens, espagnols. Depuis un certain nombre d'années, c'est nous qui sommes aidés par nos voisins, ça en dit long. L'an dernier, nous avons eu aux portes de Marseille, même dans Marseille, puisque le fait est progressé jusque dans Marseille, l'un des plus grands et l'un des plus graves incendies depuis des années, voire des décennies. Il avait y compris ravagé des maisons, des domiciles à l'intérieur de la ville de Marseille, dans les quartiers nord. Aujourd'hui, un an après, pour montrer comment la machine avance lentement, un an après, on n'est pas sûr que tout le monde a trouvé une solution en termes de relogement. Et puis il y avait quelque chose qui avait sauté aux yeux l'an dernier, c'était la promesse non tenue d'Emmanuel Macron, justement en termes de moyens. Vous parliez de moyens, il s'était engagé à renouveler la flotte de canadaires. Il n'en a rien été, puisque quelques mois après sa promesse, c'est son Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, aujourd'hui candidat à la présidentielle, qui avait rayé d'un trait de plume cette ligne budgétaire, et donc il n'y a jamais eu cet argent. Vous voyez, cet argent, c'était 40 millions d'euros. Pendant ce temps, il dépensait, il gaspillait, il jetait par la fenêtre 1,5 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable. Voilà. 40 millions d'euros, ils ont rayé d'un trait de plume. Je ne parle pas aussi, parce que j'en suis député à double titre, des canadaires qui n'ont plus leur place, à Marignane, qui est évidemment beaucoup plus proche de Marseille, qui est au port de Marseille, et c'était beaucoup plus facile d'intervenir, parce que dans ce cas-là, chaque minute compte. Eh bien, il n'y a plus de canadaires à Marignane. Tout a été concentré, toujours pour des mesures d'économie budgétaire. Tout a été concentré à Nîmes, qui est évidemment beaucoup plus loin que Marignane. Nîmes, où Laurent Nunez a lancé sa campagne pour lutter contre les feux de forêt, c'était au début du mois de juin, et il a signé pour la commande à ce moment-là de 2 nouveaux canadaires pour compléter la flotte actuelle. Le problème, c'est que, donc ils viendront s'ajouter aux 12 autres, c'est qu'ils n'arrivent pas avant 2032. Et oui, ça prend du temps. Et qu'ils ont été annulés, il y a 2 ans de ça, par monsieur Attal. Non, là c'est au mois de juin là, que Laurent Nunez ils avaient été annulés. Ah oui, ils avaient donc déjà, on perd du temps, évidemment. On est reparti sur, évidemment, tout un temps de livraison. Évidemment. Bonjour Guillaume, vous souhaitiez réagir sur les incendies. Vous nous appelez depuis l'Occitanie, hein? Oui, exactement. Pas Soyez très loin de
Bonjour et à tous et toutes. Et je vous appelle pas très loin de Pouzon-Minervois. Alors, je crois, et vous avez, les Canadaires sont passés au-dessus de votre maison, c'est ça, hein? Alors la semaine dernière. Aujourd'hui, non. Non, mais la semaine dernière. Quand il y a eu le gros incendie de Pouzon-Minervois, pendant 2 jours, on a eu une noyade canadaire qui est passée au-dessus du domicile, à basse altitude, en repartant vers la Méditerranée pour aller écoper. Puisqu'on est une dizaine on a une dizaine. Aller en avion, ils sont même pas, 5 minutes, quoi. Et c'est assez impressionnant parce que le premier jour, quand on a commencé à avoir de la fumée, d'abord le matin, on entendait tourner les avions. Alors déjà, moralement, on se dit ça y est, c'est reparti. Et puis après, on a eu des fumées parce que le vent nous a poussé la fumée un petit peu vers mon coin, un petit peu vers le sud-est. Et quelques heures après, on avait un nuage épais, légèrement orangé, qui recouvrait un peu tout le coin où j'habite. Et c'est assez... on est malheureusement habitué ces dernières années, surtout l'an dernier. Et bon, puis c'est reparti. Puis les Canadaires, il y avait 4 Canadaires, des hélicoptères, on les voyait au loin, des Dash qui volaient plus haut, certainement pour coordonner, puis après larguer du produit retardant. Enfin, c'est assez important. Et vous allez bien vous allez bien, votre maison? Ah oui, non, ici on craint rien parce que je suis dans une propriété au milieu de 80 hectares de vignes. On ne sera pas impacté, voilà pas. Enfin, j'ai des amis à Pouzol, malheureusement, qui ont une propriété. Le fond du parc a été brûlé et la femme était évacuée. Son mari et son fils aîné qui s'occupent de la propriété sont restés sur place avec les pompiers, mais ils ont morflé énormément. Puis les vignes et tout ça. Enfin, oui, on imagine. Et vous, je crois que vous déplorez une flotte, et on en parlait d'ailleurs sur Europe 1, une flotte de bombardiers d'eau et de transport vieillissante. Oui, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on retrouve le manque de courage politique, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de dizaines d'années. Cette flotte, elle a plus de 30 ans. De temps en temps, ils ont quelques soucis pour avoir des pièces. Ils ont commandé, notre cher président bien-aimé a dit qu'il y avait 2 avions, il allait renouveler toute la flotte au cours de son mandat. Et bien finalement, il n'y a que 2 avions commandés. Ça sera livrable dans 2032-2033, alors qu'il fallait un plan renouveler, non seulement pas forcément renouveler, mais augmenter la flotte et faire des mini-bases au long de la Méditerranée et un petit peu vers l'ouest également, pour qu'il y ait une intervention très rapide. Il faut développer et arrêter de suivre les écolos, développer le pastoralisme et permettre le nettoyage et l'entretien des garrigues et des forêts. Ouais, c'est indispensable. On vous entend, on entend votre colère. Sébastien Ligné souhaite réagir, Guillaume. Oui, parce que non, mais cette histoire des Canadaires, on est quand même sur un scandale extraordinaire et en même temps très révélateur de la manière avec laquelle Emmanuel Macron a coordonné l'action de l'État depuis 10 ans. Donc en effet, en 2022, il promet un lifting complet de ces 12 Canadaires. Apparemment, ce lifting a été fait. Sur le terrain, il vous explique que ces Canadaires ne sont toujours pas réellement aux normes modernes. Et par exemple, l'année dernière, vous en avez un pendant les feux de 2025 qui n'a pas pu décoller. Et donc, on était sur environ 11 voire 10 Canadaires en l'air. Et puis ça n'aide pas le travail des pompiers, j'allais dire, ça ne leur facilite pas la tâche. Ensuite, évidemment, Franck Alizé en a parlé, cette promesse d'achat qui a été retardée, qui a été annulée par Gabriel Attal, qui n'a fait que retarder la livraison. Mais quand on compare avec nos pays voisins, c'est là où on se rend compte que c'est hallucinant. En Espagne, alors vous allez me dire, ils sont un petit peu plus confrontés aux feux de forêt, mais enfin maintenant, avec le réchauffement climatique, la France aussi, ils en ont 25 des Canadaires. 25, plus du double de la flotte française. Comment on l'explique ? L'Espagne traverse aussi l'Espagne traverse aussi une période budgétaire extrêmement rude. Pourtant, ils ont toujours 25 Canadaires. Moi, qu'on nous explique que pour des raisons budgétaires, on n'est pas capable d'augmenter le nombre de Canadaires, alors qu'en effet, ça coûte 40-50 millions d'euros, dans un pays qui a compté 1600 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans, je ne suis pas certain que ce soit ces 40 millions qui changent la fin de l'histoire. Donc c'est terrible. Mais vous savez, les gouttes d'eau plus les gouttes d'eau plus les gouttes d'eau. Ça va très vite. Encore une fois, j'ai connu, moi, plus petit, en effet, une flotte française qui volait au secours de ses voisins. On ne parle pas d'il y a 40 ans, on parle d'il y a 15 ans. Vous voyez à quel point le déclin français peut aller très vite, même sur des choses aussi anecdotiques que des Canadaires. Le problème, c'est que ce sont les habitants et les régions qui sont touchés, qui le subissent de plein fouet. Et vous le disiez, Franck Alizé, d'ailleurs, ça peut une fois que le terrain, la maison est brûlée, ça peut prendre des années presque pour avoir un logement de nouveau, décent, pour récupérer en fait tout ce que les habitants ont perdu. On imagine le drame de ces vies.
Mais oui, c'est un enfer. Moi, j'étais sur le terrain à Marseille, auprès des Marseillais l'an dernier. Voilà, vous perdez tout du jour au lendemain. Ce sont puis des choses très, enfin, des drames. Ce sont les animaux de compagnie qui disparaissent, qui meurent dans l'accident. Enfin, c'est un traumatisme. Et ce traumatisme et ce malheur pourrait être évité, encore une fois, si le gouvernement et l'État faisaient le cœur de sa mission. Quoi. On le répétera jamais assez, mais on est à la veille d'une campagne présidentielle, donc il faut le répéter, c'est le moment. Des choix budgétaires, c'est des choix politiques. Les choix politiques, c'est des priorités. Sur 1600 milliards de dépenses publiques, on ne trouve pas quelques dizaines de millions pour assurer à la France ce qu'elle avait il y a encore une décennie ou deux, c'est-à-dire être le numéro 1 en matière de lutte contre l'incendie. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est la première mission de l'État. C'est une mission régalienne. Ce sont des vies qui sont en jeu. Mais non, on préfère aller gaspiller l'argent. Je vous ai cité l'exemple de la Seine où on pouvait se baigner, mais il y en a tellement d'autres.